Bonjour, donc je suis Jean Chevaldonnet, directeur d'Eduter et au sein d'AgroSup Dijon, heureux d'accueillir tout ce public devant nous aujourd'hui pour cette conférence sur la biomasse source d'énergie, conférence organisée dans le cadre des Fêtes de la Science, 21e je crois, année où l'on fête la science et comme déjà depuis plusieurs années, nous avons le plaisir d'organiser des conférences sur des thèmes liés à l'énergie et à sa consommation. Alors cette conférence est organisée en liaison et en partenariat avec le CCSTI de Bourgogne et puis l'association également Sauvons le climat dont Gérard Pierre est vice-président national et président au niveau de la région. Voilà, donc nous aurons le plaisir aujourd'hui d'entendre Monsieur Paul Mathis, ici présent, qui va nous parler de cette biomasse et d'essayer de nous dire si c'est réellement des sources d'énergie prometteuses ou non pour l'avenir. En tout cas, voilà, je voulais à la fois remercier les présents, mais tous ceux qui sont distants, puisque je crois qu'il y a pratiquement 25 sites qui ont répondu pour être simultanément à l'écoute de cette conférence et que ce sont donc, on peut le dire, des centaines de personnes qui aujourd'hui vous écouteront avec attention. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Gérard Pierre pour qu'il poursuive cette introduction rapide. Bien, merci beaucoup d'être présent. Moi aussi, je voudrais vous remercier. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui, encore plus nombreux, sont évidemment avec nous, mais qui sont loin. Je vais dire simplement quelques mots. Combourg, Albi, La Bresse, Courcelles-Chaussy, Montceau-les-Mines, Vassex, La Ricarde, dans le Vaucluse, Rambouillet, dans le Vaucluse encore, un CFPPA, Parel-Monial, le Robillard dans le Calvados, et ceux qui sont le plus loin, Mayotte, c'est quand même pas rien. Vous voyez qu'on est écouté du monde entier. Nevers, Cluny, Tournu, dans la Sarthe, Château-Chinon, et il y a même un lycée de Dijon qui nous écoute. Voilà. Donc, juste un mot pour moi pour dire Sauvons le climat, une association écologique branchée sur quoi? Sur les changements climatiques et sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qui nous motive. Et donc, je vais simplement maintenant vous présenter très très rapidement notre conférencier qui s'appelle donc Paul Mathis, qui est quelqu'un qui est un chercheur qui a dirigé un laboratoire de bioénergétique, un laboratoire mixte entre le CEA et le CNRS, et qui est quelqu'un qui, en plus, a écrit de nombreux livres, on peut dire nombreux, puisqu'on en est à 4 ou 5, on tourne autour de ça. Des livres très didactiques, en particulier aux pommiers. Pourquoi les feuilles sont-elles vertes? C'est quand même une bonne question. Les énergies renouvelables ont-elles un avenir? Encore une autre question importante. Quel avenir pour les biocarburants? Vous voyez, c'est toujours écrit sous forme de questions finalement. Et un titre encore plus important au niveau du volume du livre, dont le titre est Les énergies, comprendre les enjeux. Voici donc la présentation extrêmement succincte de Monsieur Paul Mathis. Et donc, je vais maintenant aussi lui laisser la parole pour une 50aine de minutes où il va nous parler de la biomasse et sa possibilité de l'utiliser pour nous produire de l'énergie. Voilà. Bien, merci pour ces introductions. Je plie un peu sur le poids des responsabilités, sachant que je suis écouté non seulement par vous-même, mais par un certain nombre de gens, jusque Mayotte, effectivement. Bon. Alors, pour commencer, je vous présente mon dernier livre, qui s'appelle « Les énergies, comprendre les enjeux ». Pourquoi je le présente ? Bien sûr, pour que vous puissiez l'acheter, mais la raison majeure en relation avec aujourd'hui, c'est que vous voyez que ce n'est pas une présentation habituelle d'un livre sur l'énergie. Un livre sur l'énergie, vous allez attendre, je ne sais pas moi, une centrale nucléaire, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. Voilà, c'est ça que vous allez attendre comme illustration.
c'est pas du tout ce que j'ai choisi. J'ai choisi une usine. Pourquoi? Pour montrer que l'important dans l'énergie, c'est aussi ce qu'on veut en faire. Dans l'énergie, on part du besoin. Et donc, je mets l'accent là-dessus. Plus que sur la production, il y a le besoin. Alors maintenant, si je vous posais la question, l'énergie c'est quoi? Vous seriez peut-être en mal de répondre. Ce serait peut-être pas évident. Je ne parle pas de M. Pierre, qui était professeur de physique. Je pense que lui arrivera à répondre. Et encore, c'est pas évident. Mais c'est un terme c'est une notion extrêmement difficile à définir, mais que l'on perçoit bien par ses usages, parce que ça permet. Voyez. Donc vous voyez sur le transparent que l'énergie permet de faire de nombreuses choses. Se chauffer, cuire les aliments, se déplacer, faire marcher des machines, fabriquer des matériaux, avoir de l'électricité qui permet de faire des tas de choses. Vous voyez quand même que c'est des choses extrêmement diverses. Et malgré tout, partout, c'est de l'énergie. Donc, en dessous, vous avez le type d'énergie qui sont à l'œuvre dans ces actions, énergie mécanique, chimique, nucléaire, calorifique, etc. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué. En même temps, il y a des unités différentes, parce que les unités les mieux adaptées, je dirais, à tel type d'énergie, ne sont pas les mêmes que pour d'autres. Dans cet exposé, j'utiliserai les deux énergies qui sont en bas, la TEP et le kilowattheure. Alors, le kilowattheure, vous savez à peu près ce que c'est. En tout cas, vous en avez entendu parler. Dans les factures d'électricité, ma foi, vous payez la facture par un certain coût multiplié par le nombre de kilowattheures qui a été consommé. C'est l'énergie électrique, mais en fait, on peut la convertir avec un facteur multiplicatif en n'importe quelle forme d'énergie. La TEP, c'est moins connu, c'est la tonne équivalent pétrole. C'est quand même une énergie considérable. C'est équivalent à... Excusez-moi, je me suis trompé là. Merci, hein. Je m'en suis aperçu le premier quand même. C'est 11,6, non pas kilowattheure, mais mégawattheure. Il manque un facteur 1000. C'est-à-dire une TEP en kilowattheure, donc en mégawattheure, c'est beaucoup. C'est une tonne équivalent pétrole. Et pourquoi on utilise ça? Parce que malgré tout, le pétrole est quand même à la base l'unité la plus fondamentale à l'échelle mondiale. C'est elle qui impose, je dirais, son unité. Une tonne d'équivalent pétrole, c'est l'énergie contenue dans 1000 kilos de pétrole. C'est beaucoup de choses. Alors, quand on voit les énergies qui sont consommées au niveau mondial, vous voyez que 81% de ces énergies proviennent de ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Le pétrole en premier, le charbon et le gaz. Pourquoi on les appelle fossiles? Vous savez ce que c'est que des fossiles? Ce sont des restes d'êtres vivants qui sont contenus dans le sous-sol, dans des roches. C'est ça les fossiles. Vous en avez déjà vu. Eh bien ça, ce sont des fossiles, même si vous n'en rendez pas compte. Le pétrole, ce sont des fossiles. Ce sont des microbes, des bactéries ou des algues, mais surtout des bactéries, qui ont vécu il y a environ 100 millions d'années et qui sont convertis en pétrole. Le charbon, c'est pareil. Encore que vous avez peut-être des mines de charbon pas très loin, et vous avez peut-être vu que dans les charbons, on voit encore la trace des feuilles des arbres qui ont été fossilisés. Le gaz, c'est plus délicat, mais en fait, on n'en trouve pas de traces physiques simples, mais en tout cas, c'est dans des roches, ce sont des fossiles. Voilà, ça fournit 80% de l'énergie consommée au niveau mondial. Les énergies renouvelables en fournissent 13%. Je vais y revenir après, expliquant ce que sont les énergies renouvelables. Parmi ces 13%, 10%, donc 10% proviennent du bois. Donc vous voyez que le bois est quand même une source d'énergie extrêmement importante. Ça permet de faire un peu de tout. Le pétrole, ce sera surtout utilisé pour le transport. Le charbon, surtout pour l'électricité. Les énergies renouvelables serviront pour tous les besoins énergétiques. Et enfin, dernière forme d'énergie utilisée mondialement, c'est l'énergie nucléaire, qui contribue pour 6% et qui, elle, apporte l'électricité. Le problème posé par les combustibles fossiles, c'est qu'ils ont été formés il y a environ 100 millions d'années. À un facteur 3 près, mais peu importe, disons 100 millions d'années. Et qu'ils sont là, dans le sous-sol.
Maintenant, cela constitue des réserves qui existent, mais qui ne s'augmentent pas. Donc, on les utilise, on puise dedans, on y puise même pas mal, mais elles ne s'augmentent pas, elles ne vont pas augmenter. Donc, ce stock va diminuer. Et une façon de voir un peu la durée de vie de ces réserves, c'est de diviser la quantité de réserves par la consommation annuelle. Eh bien, vous voyez que ce sont des chiffres très approximatifs. Il ne faut pas vouloir en dire trop à partir de là. Pour le charbon, c'est de l'ordre de 100 ans, 100 ans, oui. On peut aller jusque 200. Le pétrole, 46 ans. Le gaz naturel, 59. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. C'est la division de la réserve telle qu'elle était connue l'an dernier par la production telle qu'elle existait l'an dernier. Avec de fortes incertitudes. Vous savez que récemment, ont été mis en exploitation, découverts des gaz de schiste. Ben, ça fait que la quantité de réserves de gaz a tout d'un coup augmenté beaucoup. Donc la durée de vie des réserves augmente de la même façon. Malgré tout, ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop faux, si vous voulez, à un facteur de près. Disons que vous, dans vers la fin de votre vie, je dirais, eh ben, vous verrez des temps où peut-être le pétrole est beaucoup plus difficile d'accès, le gaz pareil, le charbon il en restera encore, mais je ne dis pas que vous connaîtrez la fin du pétrole, mais en un sens, vous n'en serez pas loin. Les combustibles fossiles posent un deuxième problème, c'est que pour les utiliser, on les brûle. On les brûle, on fait ce qu'on appelle une combustion. C'est un terme que vous ne connaissez peut-être pas, mais la combustion, ça veut dire brûler avec l'oxygène de l'air. Et en fait, quand on utilise des combustibles, on les brûle. Alors c'était bien connu quand on utilisait le charbon, si vous voulez, ou même quand on utilise le gaz, on voit bien qu'on le brûle, que c'est l'oxygène de l'air qui va permettre que ça brûle. Et la réaction, je ne sais pas si vous avez fait, oui, vous commencez à avoir fait de la chimie, on va prendre le cas le plus simple, si vous voulez, le carbone qui symbolise le charbon. Le carbone réagissant avec l'oxygène donne du CO2 et de la chaleur. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique. Et la chaleur, eh ben, ma foi, c'est ce qu'on va utiliser. En fait, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on utilise du pétrole, ou plutôt de l'essence ou du gazole dans un moteur de voiture, on ne se rend pas compte immédiatement que l'on fait de la chaleur. Pourtant, c'est bien ce qui se passe. Vous allez brûler ce pétrole, enfin cette essence, vous allez faire une expansion des gaz et ça va faire tourner le moteur. Donc, dans tous les cas, c'est de la chaleur qu'on utilise et dans tous les cas, il se dégage de façon inévitable du CO2. Le CO2, gaz à effet de serre, qui est la cause majeure de ce qu'on appelle les changements climatiques. Vous en avez sans doute entendu parler, que la Terre se réchauffe et ce réchauffement entraîne des problèmes qui vont aller en s'accentuant. Actuellement, disons que le réchauffement climatique est de l'ordre de 1 degré à peu près, ça commence à entraîner des perturbations. La fonte des glaces au niveau des pôles, au niveau des glaciers alpins, etc. Mais si ça s'accentue et si ça continue, c'est quelque chose qui va prendre des proportions considérables. Le CO2 qui est dégagé par les combustions s'accumule dans l'atmosphère. Plus on va utiliser de combustibles fossiles, plus ça va s'accumuler et on va avoir des problèmes qui vont aller en s'aggravant, réchauffement, perturbation de la pluviométrie, etc. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui est là. Très important, l'élévation du niveau des mers, quelque chose qui peut durer, si vous voulez, sur des centaines d'années et entraîner, on ne sait pas, mais des changements de niveau de la mer qui pourront être, à l'échelle de 1000 ans, de quelques dizaines de mètres, si vous voulez. Ceci avec des points d'interrogation, parce qu'on ne sait pas quelle sera l'évolution, l'augmentation de température en 2100, quand vous serez, non pas en maison de retraite, je dirais, voilà. Et comme vous savez, les personnes âgées ont plus de mal que les jeunes à résister aux fortes températures. Donc vous serez confrontés aux effets des canicules. Si c'est 2 degrés, ben, ce ne sera pas trop méchant. Mais si c'est 6 degrés, ce sera méchant. Ce sera méchant au niveau de nous-mêmes, ce sera méchant au niveau des perturbations dans l'agriculture mondiale,
et dans le fait que des gens vont se trouver à avoir à migrer, à se déplacer pour avoir de quoi se nourrir. Donc, si vous voulez, c'est un problème majeur. Problème majeur dû au combustible fossile, dans la combustion, engendre des gaz à effet de serre. Face à ça, il existe ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Alors, celles-ci ont une particularité que je signale immédiatement. Vous voyez qu'elles ont leur source dans la lumière solaire. Le soleil qui nous envoie de la lumière est la source de 98% des énergies renouvelables. Bon, c'est pas compliqué à comprendre quand il s'agit du chauffage solaire, ni de la photoélectricité. L'énergie éolienne, c'est moins évident. Mais c'est bien la chaleur du soleil, par sa lumière, qui entraîne l'échauffement de masses d'air un peu partout sur la planète. L'échauffement de ce masse d'air engendre des flux d'air, des vents, et ce sont ces vents qui sont les moteurs de l'énergie éolienne. Voilà. Enfin, dernière source d'énergie importante qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la biomasse, dont je vais parler un peu plus en détail maintenant. L'origine de la biomasse, c'est la photosynthèse. Alors, Monsieur Pierre vous a dit que j'avais passé toute ma carrière à étudier la photosynthèse, donc je voulais dire ça doit être compliqué. C'est pas simple, effectivement, mais on peut le présenter de façon simple. Voilà le schéma d'une plante. Cette plante a des feuilles de couleur verte contenant de la chlorophylle. Cette chlorophylle va absorber la lumière du soleil, et grâce à ça, il va y avoir deux réactions importantes qui ont lieu et qui sont figurées là. La première, c'est qu'il va y avoir l'eau, H2O, H2O c'est l'eau, qui va être scindée en molécules et avec dégagement d'oxygène. O2, c'est l'oxygène. Ça, c'est extrêmement important, parce que vous savez que l'oxygène, on en a besoin pour respirer. Quand on respire, on utilise l'oxygène. Toute la biosphère utilise l'oxygène. Et tout l'oxygène que l'on utilise provient de la photosynthèse. Donc vous voyez que là, il y a, par la photosynthèse, un effet planétaire extrêmement important. Deuxième chose, vous voyez qu'il y a CO2. CO2, c'est le gaz carbonique. C'est le poison dont je vous parlais tout à l'heure. Ce poison ici est utilisé. Il est prélevé par les feuilles qui le transforment. Alors j'ai mis CHOH, c'est un symbole d'hydrate de carbone. Bon, j'aurais pu mettre plus simplement en sucre, mais là c'est un terme plus général. Disons CHOH, pensez sucre. Voilà, saccharose, chose de sucré, au moins au départ. Ça, c'est l'origine de la biomasse. Qu'est-ce que c'est que la biomasse quand même? Il faut qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit. Biomasse, vous voyez, bio et masse. Bio, ça veut dire tout ce qui est vivant. Masse, ça veut dire quelque chose qui est pas rien, qui est de la quantité. Donc, on va appeler biomasse ce qui provient du vivant et ce qui est en grande quantité. Les plantes effectuent la photosynthèse, utilisent l'énergie de la lumière, le CO2 et l'eau, et produisent leur matière végétale. Cette matière végétale, elle est horriblement compliquée. Je sais qu'à Dijon, il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur l'alimentation, sur le végétal et tout ça. Eh bien, ils savent... Pardon ? Ici même. Ben voilà, bon. Ils savent que les molécules des plantes sont au nombre de plusieurs milliers. Malgré tout, quantitativement, quand vous regardez ce qui pèse le plus lourd en termes de biomasse, eh bien, il y a, sur votre droite, fruits des cultures, il y a les fruits et les racines qui contiennent sucre, amidon et huile. Sucre et amidon, c'est la même chose. On sait ça à Dijon. L'amidon, ce sont des sucres lents. C'est-à-dire que l'amidon est une forme de polymérisation de sucre. Inversement, on peut dépolymériser l'amidon pour avoir des sucres. Donc, vous avez là des quantités de matière importantes qui, j'y reviendrai, contiennent beaucoup d'énergie, sucre et amidon. Et vous avez l'huile. On doit cultiver du colza dans la région, mais on en cultive un peu partout en France. Le colza, comme tous les oléagineux, produit des graines qui contiennent de l'huile.
Voilà, ça c'est une source, une biomasse importante au point de vue des quantités. La forêt maintenant, c'est l'autre, l'autre endroit, l'autre occasion, je dirais, d'avoir de la biomasse sous forme quantitative, grâce au bois. Alors, le bois, chimiquement, le bois, ben, ma foi, si vous faites de la chimie de base, vous n'avez jamais entendu parler du bois, parce que c'est trop compliqué. Le bois est formé de 3 polymères, c'est-à-dire des molécules extrêmement compliquées, qui sont la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Toutes les 3 sont compliquées et elles se mettent ensemble pour faire des structures extrêmement résistantes. Donc c'est ce qui fait la résistance du bois, et c'est ce qu'on trouve aussi dans les pailles, par exemple. Ces produits sont extrêmement résistants. Mais ils sont produits aussi d'énormes quantités. Les forêts, ça représente des quantités de biomasse considérables. Cellulose, hémicellulose et lignine s'appellent la lignocellulose. Voilà. Vous en entendrez parler parce que c'est quelque chose auquel on va faire appel de plus en plus pour l'énergie. Et la troisième source de biomasse, c'est ce qu'on appelle les déchets. Alors là, à la limite, c'est plus facile à comprendre. Quand vous avez des cultures, vous les utilisez d'une façon ou d'une autre, vous avez de l'élevage, vous avez du fumier, etc. Vous avez de la forêt, vous avez des scieries, vous avez des tas de déchets de bois. Tout ça, ce sont des déchets. Et ces déchets constituent aussi de la biomasse qui sera utilisée de différentes façons. Donc voilà les grandes catégories de biomasse, les fruits des cultures, fruits de la forêt et les déchets. Alors à quoi sert cette biomasse? Ça, c'est très important de voir ça clairement. La biomasse, depuis que l'homme est homme, je dirais, est utilisée comme source de nourriture pour l'alimentation. Elle est utilisée aussi pour le chauffage. Un événement essentiel dans le développement de l'humanité a été la maîtrise du feu. Le jour où les humains ont été capables de brûler du bois et d'utiliser ça pour faire cuire des aliments, pour se chauffer, pour se défendre des prédateurs, ça représentait une étape considérable. Eh bien maintenant, ces fonctions sont maintenues. La biomasse sert à l'alimentation. Tout le monde considère que c'est une priorité, que l'on puisse nourrir les humains avec ce qui est produit. Deuxièmement, les matériaux. Les premiers hommes ont utilisé les bois qu'ils trouvaient pour faire des huttes avec des branchages, etc. Maintenant, et de plus en plus, on va utiliser le bois pour construire des bâtiments, parce que c'est intéressant. Troisièmement, qu'on appelle la chimie biosourcée. Retenez aussi ce terme-là, parce qu'on entendra parler de plus en plus. Pourquoi chimie biosourcée? Actuellement, une bonne partie de la chimie est basée sur le pétrole. C'est ce qu'on appelle la pétrochimie. Avec le pétrole, on fait quelques produits de base qui servent ensuite à des synthèses de toutes sortes de choses. Des lubrifiants, des matières plastiques, des sièges de voiture, tout ce qu'on veut. Des bouteilles, etc. Des sacs plastiques, enfin des tas de choses, sont faites à partir de pétrole. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces produits? C'est que, provenant du pétrole, en fin de compte, plus ou moins vite, ces matériaux vont être dégradés et vont relarguer du CO2. Ça va vite si c'est brûlé dans un incinérateur, ça va pas vite parce que c'est peu biodégradable, mais c'est quand même biodégradable, finalement, lentement. Et finalement, ça va contribuer à envoyer dans l'atmosphère du CO2. Ça va contribuer aussi à utiliser le pétrole dont je vous ai dit qu'on a de moins en moins. Donc, il est important de pouvoir remplacer le pétrole pour la chimie par des produits d'origine biologique renouvelable, en particulier la biomasse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chimie biosourcée, qui part d'amidon, amidon de pommes de terre, par exemple, ou bien de sucre de betterave, ou bien de bois, de choses comme ça, pour faire des produits chimiques. Donc, premier temps, on a la biomasse, on la décompose en produits chimiques de base, et à partir de ça, on fait des synthèses. Vous avez vu qu'on trouve déjà des sacs biodégradables produits à partir de biomasse, etc. C'est quelque chose qui, inéluctablement, va se développer.
Et enfin, dernier usage de la biomasse, l'énergie. Ça arrive en dernier dans mon énumération. Pourquoi? Parce que les autres usages, tout le monde va considérer qu'ils sont prioritaires, surtout de l'alimentation, mais les autres aussi. Ils sont prioritaires. Et il est clair que l'énergie restera, sans doute, je veux dire, difficile de faire des pronostics, mais l'usage final, l'usage terminal de la biomasse. In fine, la plupart des produits vont donner de l'énergie. On peut prendre l'exemple du bois, si vous voulez. Avec le bois, vous allez avoir ce qu'on appelle le bois d'œuvre, le bois de charpente, par exemple. La charpente, c'est du bois qui stocke du carbone et qui va durer 50 ans, plus 50 ans, peut-être beaucoup plus, hein, mais enfin, disons 100 ans, peu importe. En fin de compte, ce bois, qu'est-ce qu'on va en faire lorsqu'on aura terminé? On va le brûler. La plupart des produits provenant de la biomasse, le papier sera brûlé finalement, le carton, enfin tout ça, je veux dire. La plupart des produits, lorsqu'ils ont fait un usage ou plusieurs usages, à la fin, seront brûlés, on s'en rend compte ou pas, seront brûlés pour donner de l'énergie. Voilà. Ces usages sont là, il faut faire des priorités, et c'est un problème qui n'est pas évident du tout. Je reviens rapidement, je regarde un peu l'heure qui passe, sur la biomasse. La biomasse, donc, ce n'est pas de l'énergie. Hein, la biomasse, ce sont des molécules. Bon, vous savez plus ou moins ce que c'est que des molécules, mais enfin, c'est de la chimie, si vous voulez. Ce n'est pas de l'énergie. Ce sont des molécules. Et là, j'ai présenté un peu différemment, si vous voulez, les molécules de la biomasse. Il y a celles qui sont importantes pour l'alimentation, hein, les protéines, sucres, lipides, vitamines, voilà. Les vitamines, ça fait partie des produits des végétaux, mais ce n'est pas de la biomasse, c'est en toute petite quantité. Hein. Protéines, c'est pareil. Les protéines ne sont pas en énorme quantité. Ce sera surtout les sucres et les lipides. Donc ça, c'est important pour l'alimentation. Molécules importantes pour l'énergie, eh bien, il y aura les sucres, en particulier parce que les sucres vont permettre de produire des biocarburants. Vous savez que l'éthanol est produit à partir du sucre. Il s'en produit énormément au Brésil. Vous savez qu'à partir du sucre de canne, en France, à partir du sucre de betterave, on fait de l'éthanol. Les lipides, les matières grasses, permettent aussi de produire des biocarburants. Ce sont des huiles avec lesquelles on va faire du biodiesel, donc à partir de colza, tournesol, soja, huile de palme. Importante pour l'énergie aussi, cellulose, hémicellulose et lignine, c'est-à-dire la lignocellulose, avec lesquelles on ne sait pas faire actuellement de biocarburants, mais c'est à l'étude, et il y a bon espoir que dans une dizaine d'années, ça puisse marcher au niveau industriel. Toutes ces molécules, sucre, lipides, cellulose, lignocellulose, peuvent être utilisées pour être brûlées et donner de la chaleur. Donc, j'ai distingué là, si vous voulez, dans les usages, premièrement, les usages biocarburants, deuxièmement, un usage général, qui est l'usage de combustion pour donner de la chaleur. Bien, et troisièmement, des molécules importantes pour le bâtiment et pour la chimie. Pour le bâtiment, ce seront des produits résistants, la lignocellulose, donc essentiellement le bois et ses dérivés, les panneaux. Des molécules importantes pour les chimies, presque toutes, progressivement toutes, je dirais, pourvu qu'on peut les produire, qu'on puisse les produire pas cher et de façon relativement purifiée. Bien. Alors maintenant, rappelons quelques notions qu'il faut avoir compris parfaitement. La photosynthèse. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances en chimie, hein, mais j'espère que vous l'avez. Sinon, vous l'acquérez aujourd'hui. Formation de biomasse par photosynthèse, CO2 plus eau plus énergie, donne, je vous ai dit, hydrate de carbone plus oxygène. Voilà. Alors, le processus inverse de la photosynthèse, c'est la respiration. La photosynthèse, c'est fait par les plantes. La respiration, c'est fait essentiellement par les animaux, par nous. On utilise les hydrates de carbone. Avec l'oxygène, il y a une combustion qui est faite au niveau des cellules, qu'on appelle la respiration cellulaire. Ça va donner du CO2
de l'eau et de l'énergie. Quand vous faites, vous savez peut-être, mais en chimie, on peut additionner des formules comme ça, membre à membre, et ensuite simplifier. Ben vous le ferez éventuellement par vous-même, vous allez sommer les deux lignes, et ensuite vous allez simplifier. Vous allez voir CHOH à gauche et à droite, vous l'enlevez, oxygène à gauche et à droite, vous l'enlevez. Et quand vous avez fait cette simplification, il vous reste ce que j'appelle le bilan, c'est-à-dire énergie de lumière donne énergie, j'ai mis diverses, c'est-à-dire les énergies utilisées par les animaux, les énergies utilisées par nous-mêmes. On a de l'énergie et c'est divers, on en fait beaucoup de choses. Ça permet de nous chauffer, ça permet de faire des mouvements, ça permet de faire marcher le cerveau, beaucoup de choses, ça permet de fabriquer des protéines. Donc vous voyez, enlever le divers là, enfin, peu importe. On avait de l'énergie sous forme de lumière provenant du soleil, on fait des énergies utilisées. Et voilà le bilan. Vous voyez que le CO2 a disparu du bilan. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout le circuit compliqué qui comprend la photosynthèse et tout ça, finalement, c'est très simple. On a converti l'énergie lumineuse provenant du soleil en énergie que l'on est capable d'utiliser. Lorsqu'on fait des combustions, lorsqu'on brûle CHOH, c'est-à-dire finalement les hydrates de carbone, n'importe quelle biomasse, du bois ou n'importe quoi, on a quelque chose de pratiquement équivalent, je dirais même identique. Sauf que là, en matière d'énergie, j'ai mis énergie sous forme de chaleur. Vous faites la somme des deux lignes de formules chimiques, vous simplifiez, vous ferez ça à la maison tranquillement, après, et vous avez le bilan qui est là. Énergie sous forme de lumière donne énergie sous forme de chaleur. Vous voyez que donc, quand vous utilisez de la biomasse provenant de la photosynthèse, vous l'utilisez pour n'importe quoi, ben finalement, vous convertissez l'énergie du soleil. Je regardais, non, ici on n'a pas d'énergie du soleil, on a d'énergie de lampe. Mais enfin bon, peu importe, vous convertissez l'énergie du soleil en chaleur utilisable. Donc là aussi, le CO2 a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, ceci montre que le bilan CO2 de la biomasse est un bilan nul. Alors que si vous ne pensez pas à ça, vous dites, bon, je brûle du bois, ben, il se dégage du CO2 quand on brûle du bois. Donc ce n'est pas bon pour l'atmosphère, ce n'est pas bon pour le climat. Oui, mais le CO2 qui se dégage a été pris auparavant sous forme de la même quantité lors de la photosynthèse. Donc, à l'équilibre, on a un bilan qui est nul. Je mentionne là quelques cas où le bilan n'est pas nul. Il y a une émission nette de CO2 lorsqu'on a par exemple des déforestations. Ça se pratique dans des pays tropicaux. On coupe des forêts, on brûle, on détruit le sol. Il va se dégager extrêmement rapidement, à l'échelle de l'année, des quantités énormes de CO2 qui ne seront pas compensées avant des décennies, si vous voulez, pour refaire du bois, etc. Là, le bilan est négatif. Inversement, quand vous avez une forêt bien gérée dont les troncs d'arbres s'accroissent régulièrement, cela stocke du carbone et donc il y a une prise de CO2, donc le bilan est favorable. Bien, je vais peut-être un peu vite, mais peut-être que vous aurez sous une autre forme les diapositives, donc vous pourrez y revenir. Je voudrais là mettre en évidence trois choses. La première, c'est la question du stockage de l'énergie. Quand vous avez de la biomasse, c'est de l'énergie stockée. C'est-à-dire c'est de l'énergie qui est là. Vous avez du bois, il est là, il est durable. Le bois, un an après, il est encore là. Si vous avez du blé, bon, c'est à l'échelle de... C'est pas durable à l'échelle de quelques années, mais enfin, disons, à l'échelle de l'année, pas de problème. C'est durable. Les autres énergies, la plupart, je dirais, des autres énergies renouvelables, eh bien, sont dites intermittentes. Quand vous produisez de l'électricité éolienne ou photovoltaïque, vous avez de l'électricité qui est produite. Il faut l'utiliser immédiatement. On ne sait pas la stocker actuellement. Donc, il y a un problème majeur de stockage. C'est quelque chose qui, peut-être, va se résoudre, mais qui appelle encore bien des recherches. Tandis qu'avec la biomasse, on a immédiatement une énergie stockée. Différence extrêmement importante. Deuxième chose dont je voudrais vous faire prendre conscience, les ordres de grandeur.
Partons de la troisième ligne, celle du bas. Énergie utilisée par l'humanité, je dis c'est 1. Par convention, je dis c'est 1. Voilà. C'est 1, c'est de l'énergie que l'utilisent tous les hommes actuellement. Eh bien, l'énergie qui est stockée par biomasse, c'est 7. C'est-à-dire, bon, on était là, on a 7 fois plus. Mais l'énergie totale reçue du Soleil, annuellement, c'est 7000. C'est-à-dire que le Soleil envoie sur la Terre une quantité phénoménale d'énergie. 7000 fois notre consommation. Et notre consommation, elle est de 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire quelque chose de phénoménal. Donc, on en reçoit beaucoup d'énergie. Et on peut se dire que si on est suffisamment astucieux, progressivement, par le développement des recherches, par des investissements, on arrivera, espérons, à utiliser une bonne part de cette énergie solaire que l'on reçoit. Voilà, c'était la deuxième chose. La troisième, comment dire, partons de l'énergie totale utilisée au niveau français annuellement. Eh bien là, ce sera 200 millions de tonnes équivalent pétrole. Bon, voilà, c'est l'unité, je vous ai dit que j'allais la prendre, la TEP, tonne équivalent pétrole, il y en a 200 millions qu'on utilise. Ce qu'on produit avec 1 hectare de culture, c'est 1 TEP par hectare annuellement. Vous voyez donc que vous faites la division. Vous divisez 200 mégatep, ce qu'on a besoin chaque année, par la production d'1 hectare. Ça va vous dire, ça, le nombre d'hectares qu'il faudrait pour répondre à tous les besoins du pays en énergie. Et vous voyez qu'il faudrait 200 millions d'hectares. Bon, c'est absurde en un sens. Mais enfin, c'est intéressant d'avoir l'ordre de grandeur. Alors que le total des terres agricoles et de forêts en France est de 40 millions d'hectares. C'est-à-dire que, vous voyez, si on utilisait toutes nos terres et forêts à faire de l'énergie, on aurait 40 millions, on aurait 40 mégatep, on aurait 1/5 de notre besoin total d'énergie. Bon, ça, je dis modestie, c'est-à-dire ça montre un peu la modestie qu'il faut avoir lorsqu'on parle d'utiliser la biomasse pour répondre à nos besoins d'énergie. Je voudrais introduire une autre notion qui, comment dire, est assez rarement utilisée, si vous voulez. Elle est assez spécifique aux biocarburants. C'est ce qu'on appelle la production brute et la production nette. Production brute, c'est ce qu'on produit, ce qu'on récolte effectivement. Voilà, vous allez avoir une forêt, vous allez couper le bois, vous allez brûler ce bois, ça va vous faire une certaine somme d'énergie. Ça, c'est la production brute. Maintenant, pour voir la production nette de ça, il faut enlever l'énergie qui a été nécessaire pour faire pousser la forêt. Il en faut quand même, parce qu'il faut élaguer, il faut d'abord planter, élaguer, couper, transporter. Donc, la production nette, c'est la production brute dont on a soustrait l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le système. Bon, alors dans le cas de la forêt, ce n'est pas très, très important. Parce que si vous voulez, l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une forêt et à couper le bois, ce n'est pas énorme. Mais ça devient très important pour les biocarburants. Pourquoi? Parce que là, d'abord, on a une culture. La culture nécessite des engrais. Elle nécessite des engins agricoles qu'il faut faire marcher avec des tracteurs, etc. Ensuite, vous allez récolter un produit. Il faut le transporter à l'usine. Bon, une fois que c'est à l'usine, il faut faire marcher des machines pour avoir le carburant. Il faut broyer les graines comment dire, de colza. Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand vous avez une fermentation qui produit de l'alcool, de l'éthanol, il faut séparer l'eau de l'alcool. Quand vous faites une fermentation dans une région viticole comme ici, vous savez qu'en gros, la teneur maximum en alcool d'un mélange, c'est, mettons 14 degrés, enfin 14% d'alcool.
mais comme carburant, vous voulez 100% d'alcool. Il faut donc enlever l'eau. Et enlever l'eau, ça se fait par distillation ou par d'autres procédés qui coûtent de l'énergie. Ce qui fait que quand vous regardez les biocarburants, l'énergie utilisée est extrêmement importante. Et donc, quand vous regardez PN, production nette, égale PB, production brute, moins énergie utilisée, le poste énergie utilisée est extrêmement important. Au point que certains ont dit à un moment, non, finalement, on produit bien du carburant, mais le gain énergétique est nul. C'est-à-dire qu'en fait, on a dépensé autant d'énergie à fabriquer le carburant que ce qu'on a récolté. Donc, on n'a rien récolté, finalement, d'une façon nette, quoi. Voilà. Excusez-moi. Oui. Je voulais savoir où j'en étais. Donc, revenons maintenant, si vous voulez, à la question du bilan CO2. Si on brûle de la biomasse, vous avez vu que le bilan CO2 est nul. C'est-à-dire, finalement, si on remplace du pétrole par du bois, ma foi, au lieu de dégager du CO2 comme on le fait avec le pétrole, on n'en dégage pas avec le bois. Il est important de voir qu'en matière de CO2, le rôle essentiel de la biomasse, et surtout du bois, est le stockage de carbone. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un arbre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le répète, quand vous avez un arbre qui s'accroît, ça correspond à un stockage de carbone extrêmement important dans le bois, mais aussi en sous-sol. C'est-à-dire que le carbone stocké en sous-sol est presque aussi important que celui qui est stocké dans les parties aériennes. Vous stockez du bois sous forme de bois d'œuvre également, durable, de l'ordre de la centaine d'années. Ça, c'est un rôle essentiel. Rôle plus modeste, auquel je vais arriver, c'est le rôle dans les transports, en remplacement du pétrole, et dans la chaleur, en remplacement du gaz et du fioul. Revenons un peu sur cette question, en rapport avec le titre de l'exposé, source d'énergie. Comment utiliser la biomasse pour l'énergie? Eh bien, je mentionne là 4 façons de faire. C'est un peu un rappel, j'ai déjà dit, si vous voulez. J'aurais peut-être dû le dire plus tôt. Première chose, on la brûle. On fait de la chaleur. Et ça a des fonctions importantes pour se chauffer, pour cuire des aliments, pour faire de la chaleur industrielle ou agricole. Vous savez que dans les industries, on consomme beaucoup de chaleur. Dans l'agriculture, on en consomme aussi. Voilà. Deuxièmement, on produit des carburants, des biocarburants. Donc l'éthanol pour remplacer l'essence, le biodiesel pour remplacer le gazole. Troisièmement, on produit du biogaz. Vous avez peut-être entendu parler de ça. On produit ce qu'on appelle le biométhane, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble exactement au gaz naturel, mais qui n'est pas un combustible fossile, qui est produit à partir de matières organiques mises à fermenter. Donc il faut pour ça des déchets humides. On les met à fermenter en absence d'oxygène. Il se développe des bactéries qu'on appelle anaérobies qui vont faire du méthane. Et le méthane qui se dégage, on peut le récolter et l'utiliser comme on utilise le gaz naturel. Quatrième façon de faire, on produit de l'électricité. Donc on peut brûler le bois pour faire de l'électricité. Et en général, on fera de la chaleur et de l'électricité. Et on fera ce qu'on appelle de la cogénération, c'est-à-dire génération en même temps, pratiquement en même temps, de chaleur et d'électricité. Ça, c'est une bonne façon de procéder avec pas mal de déchets, des déchets qui ne sont pas des déchets humides, mais des déchets secs, l'incinération de déchets ménagers, ou ce qui se passe dans les papeteries, par exemple. Venons-en au cas des transports. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transition énergétique et je vous ai dit qu'il fallait impérativement que l'on arrive à remplacer notre consommation de pétrole ou de produits du même genre, gaz et charbon, par quelque chose qui ne soit pas des combustibles fossiles. Il y a un problème majeur avec les transports, parce que les transports dépendent à 95% du pétrole. C'est-à-dire qu'en France, quand vous vous déplacez et vous faites le bilan sur l'ensemble des déplacements, 95% de l'énergie vient du pétrole. Il en vient un peu
de l'électricité, il vient un peu du gaz, mais pas énormément. Donc, c'est le pétrole. Alors, vous voyez que si on dit il faut qu'on se passe de pétrole, vous voyez qu'on est dans une situation difficile. Donc, les transports posent un problème tout à fait majeur pour la transition énergétique. Alors, comment s'en sortir? Mais là, malheureusement, il n'y a pas de solution simple. Vous verrez, là, j'ai listé un certain nombre d'actions possibles qui sont essentiellement des actions, je dirais, de sobriété, c'est-à-dire se déplacer moins, utiliser le vélo au lieu de la voiture, etc. Sobriété ou efficacité énergétique. C'est-à-dire avoir des moteurs à meilleur rendement, aller moins vite pour avoir un meilleur rendement également, etc. Remplacer certains véhicules par des véhicules électriques qui ont un meilleur rendement énergétique, etc. Et quand même les biocarburants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez là un ensemble de solutions possibles, mais aucune de ces solutions à elle seule n'est capable de répondre au problème. Les biocarburants sont un élément de solution. Les biocarburants, j'en ai déjà parlé, j'en redis quelques mots. Ils viennent pour remplacer l'essence, et là, ce sont des plantes, les produits de plantes sucrières, donc canne à sucre, betterave, céréales. Ça va donner des produits qu'on va mettre à fermenter, la fermentation alcoolique, qui donne de l'éthanol, qui est le même alcool qu'il y a dans le vin, qui sera utilisable après séparation de l'eau, qui sera utilisable pour les moteurs. Remplacement du gazole, là, ce sont les huiles. Alors, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Leurs avantages, c'est qu'ils fonctionnent. Ça marche, si vous voulez. Ça marche bien. Et à la limite, on en utilise actuellement. Dans la plupart des pompes à essence, vous avez une teneur en biocarburant qui va être de l'ordre de 7%, 10%, des choses comme ça. Et vous n'en apercevez pas. Les moteurs, les voitures marchent aussi bien. Donc ça marche. Et en termes de coûts, ils sont presque compétitifs. Je ne dirais pas qu'en France, ils le sont, mais ils ne sont pas loin. Et dans des pays comme le Brésil, ils le sont clairement. Maintenant, les problèmes, c'est que la production nette est faible. Je vous disais tout à l'heure qu'on a une tonne, une TEP par hectare, donc ça ne fait pas lourd. Pour ça, il faut des sols de qualité. Et donc, en fait, on est limité par la quantité de sols de qualité. Et ce qu'on appelle le bilan gaz à effet de serre est médiocre. C'est-à-dire, quand vous faites le bilan, vous dites, voilà, j'utilisais du pétrole, je dégage une certaine quantité de CO2. Maintenant, je vais utiliser de l'éthanol provenant de la canne à sucre, par exemple, ou de la betterave. Allez, c'est plus national, sauf à Mayotte. Donc, j'utilise de l'éthanol venant de betterave. Et on va dégager un peu de CO2. On va dire, ce CO2 a été produit, provient de la photosynthèse, donc il est nul. Mais on ne va compter que le CO2 qui provient des procédés. Ce qui a fallu pour faire des engrais, pour faire marcher les tracteurs, pour distiller le mélange éthanol-eau. Quand vous faites le bilan de ça, vous voyez que le gain en termes de gaz à effet de serre, il n'est pas brillant. Donc finalement, remplacer les produits pétroliers par des biocarburants, bon, il y a un gain, mais il n'est pas énorme. C'est ce que je veux dire par que le bilan gaz à effet de serre est médiocre. Il y a un intérêt possible avec ce qu'on appelle la seconde génération, qui utilisera la filière dite lignocellulosique, utilisant toute la biomasse, le bois, les pailles, etc., où on aura une biomasse plus abondante, mais actuellement, c'est au niveau des recherches, donc on ne sait pas bien. Quel potentiel? Je reviens un peu maintenant à la question de la production de chaleur. Donc je vous ai dit que les trois usages possibles de la biomasse pour l'énergie, c'était produire de la chaleur, produire des carburants, produire de l'électricité. L'électricité, ce n'est pas très intéressant, en France en tout cas, parce que déjà, on fait ce qu'on appelle une électricité décarbonée. Donc, l'électricité que l'on produit se fait pratiquement sans dégagement de dioxyde de carbone, de CO2, parce qu'elle provient largement du nucléaire, de l'hydroélectricité
et maintenant il y a un développement d'énergie renouvelable électrique. Donc là, il n'y a aucun intérêt à remplacer cette électricité par de l'électricité produite à partir de bois. Par contre, en ce qui concerne la chaleur, oui, parce que, vous voyez, les besoins de chaleur en France sont de 84 mégaTEP. C'est-à-dire, c'est presque la moitié de l'énergie qu'on consomme. Presque la moitié de notre énergie est utilisée pour faire de la chaleur. Et presque la moitié, 42%, provient du gaz. Il y a aussi ce qui provient du pétrole, provient du charbon, parce qu'on utilise du charbon dans l'industrie. Mais ça veut dire que là, quand même, il y a beaucoup à gagner. Le remplacement du gaz, du fuel et du charbon par du bois permettrait de gagner beaucoup de choses. Alors, est-ce que là, il y a un potentiel? C'est-à-dire, actuellement, le potentiel des forêts en bois énergie, eh bien, on peut le chiffrer en bois de chauffe 10 mégaTEP, déchets 6 mégaTEP. C'est-à-dire que le bois que l'on utilise pour se chauffer, on va dire que ça fait 6 mégaTEP. Les déchets, c'est essentiellement les déchets ménagers, les déchets industriels. Si on brûle tout ça, on a 6 mégaTEP. Le total, ça fait 16. 16 comparé à 84, vous voyez qu'on est loin du compte encore. Mais ce n'est pas nul. Et on peut peut-être augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, la forêt française, vous savez sans doute, est très sous-exploitée. Vous allez peut-être aller vous promener en forêt. Vous voyez que la forêt n'est pas exploitée de façon à produire beaucoup de bois. Elle est exploitée beaucoup pour l'agrément, pour la chasse, pour des tas de choses, mais pas tellement pour la production de bois. Alors qu'il serait possible d'augmenter sa productivité pour le bois. Donc on peut penser, si vous voulez, que la production totale de bois pour le chauffage soit, je dirais, de 20 mégaTEP, ce qui ferait le quart des besoins du pays. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas négligeable. Bon, j'ai plus tellement de diapos, donc j'ai peur que vous fatiguiez. Donc je vais maintenant aller un peu vite. Je vous signale quand même les risques. Les risques en termes d'utilisation de l'énergie. J'ai parlé du risque CO2. Quand on utilise de l'énergie, du CO2 vers l'atmosphère, il y a le changement climatique. Il y a 3 risques dont on ne parle pas et qui proviennent de l'utilisation d'énergie. Le charbon, qui fait 1 million de morts par an au niveau mondial. Les diesels, qui font aussi 1 million de morts par an au niveau mondial, du fait des particules. Et le bois. Alors le bois, on dit c'est formidable, c'est tout bon le bois, c'est écologique, etc. Mais le bois est utilisé très largement dans les pays du Sud en particulier, de façon extrêmement mauvaise, avec un faible rendement, et dans des conditions où il y a beaucoup de dégagement de fumée et de particules. Et les femmes en particulier qui utilisent ce bois pour la cuisine, elles en respirent plein les poumons, elles en ont plein les yeux, et ça engendre, si vous voulez, 1 million de morts par an. Alors ça, il y a des solutions possibles. On peut avoir des systèmes à meilleur rendement, tout ce qu'on veut. Mais c'est pour dire qu'actuellement, le bilan sanitaire, je dirais, de l'utilisation de ces énergies est extrêmement lourd. Avant-dernière chose, une vision concrète des problèmes. La biomasse, on voit un peu ça au niveau français. Vous le voyez, chacun au niveau de votre région. Mais chaque pays ou chaque région est dans des situations extrêmement différentes. On trouve souvent des références à la Suède pour dire qu'en Suède, il y a des réseaux de chaleur et les villes sont chauffées au bois grâce à des réseaux de chaleur. C'est vrai et c'est bien. Maintenant, la Suède dispose d'énormément de bois, de peu d'habitants, et donc il lui est relativement facile de se chauffer au bois par les réseaux de chaleur. Le Brésil est souvent cité en exemple comme pays qui produit des biocarburants en grosse quantité. Mais il a un climat qui permet la culture de la canne à sucre, qui est extrêmement productive, et donc qui produit beaucoup d'alcool. A contrario, de certains pays africains, j'ai pris le Niger, qui produit un peu de bois de feu, n'a aucune possibilité de produire de la biomasse pour l'énergie. Ils seront contents s'ils arrivent à se nourrir. Vous voyez donc autant de situations extrêmement différentes.
Oui, j'évoque ici une question, je ne sais pas si c'est le bon lieu pour en parler, mais peut-être dans la mesure où il y a quand même des adultes qui écoutent. En France, on cultive environ 5 à 6 millions d'hectares pour exporter. Donc, on produit essentiellement des céréales qui sont exportées. On peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il vaut mieux exporter du blé ou est-ce qu'il vaut mieux, à la place du blé, cultiver des plantes qui vont fournir de l'énergie, qui vont fournir des matériaux pour la chimie, qui vont fournir des tas de choses qui seront utiles localement, je dirais. Alors la question, évidemment, elle dérange parce que les gens disent, bah oui, on produit du blé parce que les gens, dans les pays du Sud, ont besoin de se nourrir. Et ça, c'est incontestable. Mais maintenant, si on leur envoie du blé à des prix subventionnés, ça va entrer en compétition avec les producteurs locaux. C'est-à-dire que le producteur sénégalais qui voit arriver dans les ports de son pays du blé à bas prix, ben lui ne pourra plus vendre ses produits. Et donc, il sera mis en concurrence déloyale, je dirais. Or, on dit généralement qu'il faudrait que les pays du Sud en particulier, parviennent à ce qu'on appelle à l'autosuffisance alimentaire, arrivent à répondre à leurs besoins. Là, on est dans une situation où la concurrence rend cette autosuffisance alimentaire impossible. Enfin, bon, c'est juste une question posée, mais je pense que politiquement, elle mérite d'être posée. Voilà, j'en arrive enfin aux conclusions. Je crois que vous allez être content de pouvoir poser quelques questions éventuellement. Les conclusions. Je dis source d'énergie, oui. On l'a vu de différentes façons. C'est une source d'énergie. Malgré tout, la limitation essentielle, c'est la faible production à l'hectare que j'ai signalée en entrée de jeu. Retenez une TEP par hectare et vous verrez après ça les besoins. Vous en conclurez le nombre d'hectares dont on a besoin et vous direz, jusqu'où on peut aller, quoi. Voilà. Troisième chose, il faut voir les choses concrètement. C'est-à-dire, la situation ici n'est pas la situation en Suède, ni au Brésil, ni au Niger, etc. Chaque pays a sa propre situation et il faut regarder le problème d'énergie, de production localement. Et enfin, que la biomasse, oui, est une énergie décarbonée qui pourra contribuer un peu à la transition énergétique, mais c'en est une parmi d'autres, avec le nucléaire, avec les autres énergies renouvelables. Donc, il est clair que la biomasse apportera quelque chose, mais pas forcément énormément. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci, Monsieur Mathis. Merci pour cet exposé que j'ai trouvé pour ma part extrêmement pédagogique, très complet, regardant à la fois la question globalement et également les actions locales que l'on peut avoir. Et je ne vais pas m'étendre plus sur votre exposé, mais je vais directement demander à la salle s'il y a quelques questions. J'en ai déjà sur Internet, je vous le dis tout de suite. Donc si vous voulez poser des questions, il faut le faire assez rapidement. Vas-y. Voilà, d'abord une question de la salle et après on passera sur une question sur Internet. Commencez par une. Alors une première un petit peu bizarre, quoi. En fait, pourquoi est-ce que la France dépense pour les énergies renouvelables 80% de ses capacités dans l'éolien, alors que je vois qu'il y a effectivement des ressources beaucoup plus intéressantes, par exemple au niveau de la biomasse, quoi. Là, ça sort un petit peu de mon domaine de compétences, mais où ça la rejoint quand même, c'est que effectivement, pour la biomasse, pour pouvoir la mettre en œuvre de façon intéressante, il y a des recherches à faire, il y a des dépenses à faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de dépenses à faire au niveau de la production? C'est pas sûr. Par exemple, la forêt. Si la forêt française est peu productive, ce n'est pas pour des raisons de financement. C'est surtout pour des raisons, je dirais, législatives, des raisons de propriété.
des raisons fiscales éventuellement, mais bon, pas tellement. Par contre, où il y a vraiment un besoin de financement, c'est de soutenir, par exemple, les recherches sur la filière lignocellulosique, comment utiliser mieux le bois et la paille pour produire des carburants, pour produire de la chimie, etc. Donc, à votre réponse, je ne peux pas répondre sur l'éolien, mais je répondrai pour dire que c'est vrai qu'en matière de biomasse, il y aurait des efforts à faire. Oui, j'ai posé une question Internet tout de suite et je vous laisse la parole à la salle tout de suite après. Alors, j'ai une première question sur Internet qui va un peu dans le sens, une question économique, on va dire, donc qui rejoint un peu la question précédente. C'est: y a-t-il un intérêt économique à consacrer des surfaces agricoles pour produire de la biomasse? Donc, je crois que là-dedans, la compétition entre alimentation est comprise. Bon, voilà une question difficile. Parce que, donc, c'est plus la question qui est là maintenant. Je ne la vois plus, cette question. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un intérêt économique à produire de la biomasse pour l'énergie? Le problème, c'est difficile ces questions, parce que qui est-ce qui va dire s'il y a un intérêt économique ou pas? Est-ce que ça va être le marché? C'est-à-dire, est-ce que ça va être le marché? Donc, le marché va réagir en fonction du prix des produits. Dans ce cas-là, si vous cherchez de l'énergie à bas prix, ben vous allez prendre du charbon, si vous voulez. Il n'y a aucun problème, hein. L'industriel qui a besoin d'énergie à bas prix prend du charbon, éventuellement le gaz. Pourquoi il irait prendre de la biomasse? Donc l'intérêt économique n'est pas au niveau du marché, si vous voulez. Alors le marché peut être corrigé, par exemple par une taxe carbone qui va élever le prix des combustibles fossiles qui dégagent du CO2. Mais cette taxe carbone, elle n'existe pas actuellement. Donc le problème de l'économie, là, il n'est pas évident du tout. Ensuite, il y a le problème de savoir qu'est-ce qu'on importe, est-ce qu'on produit sur place. L'énergie de la biomasse est une énergie locale, si vous voulez. Locale au niveau très local, je dirais. C'est-à-dire que la biomasse est souvent utilisée à l'échelle de la dizaine de kilomètres, mais elle est utilisée au niveau national, en gros. Par contre, le pétrole, il faut l'acheter. Donc, vous voyez, il y a, je ne sais pas comment dire, cette question sur l'intérêt économique, moi, elle ouvre tellement de questions que c'est difficile d'y répondre. Voilà. Très bien. Merci. Une question dans la salle? Mademoiselle. Oui, ça doit marcher, allez-y. Parlez. Alors, oui, ça marche. C'était pour savoir, est-ce que la biomasse, elle peut encore beaucoup évoluer? Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Alors, expliquez-vous. Non, mais oui, c'est... jusqu'à combien de temps elle peut encore évoluer? Non. Oui, mais écoutez, je vais vous répondre, et puis vous me direz si ça vous satisfait. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. En fait, évoluer au sens de l'évolution. Il se passe la chose suivante, c'est que la photosynthèse actuellement a un rendement qui est faible. C'est-à-dire que la production de biomasse par hectare est faible. Parce que la photosynthèse est quelque chose qui est extrêmement raffiné, mais dont le bilan global est faible. Donc on peut se dire, ma foi, son rendement global au champ, il est inférieur au pourcent, entre 1% et 1 pour 1000. On dit, c'est quand même pas terrible, on devrait être capable de faire mieux. En fait, quand on se dit, par exemple, par génie génétique, par tout ce qu'on veut, on devrait être capable de l'améliorer. Il se trouve que la photosynthèse est un processus biologique qui date d'à peu près entre 2 et 3 milliards d'années. Et il apparaît que la photosynthèse est un procédé extrêmement raffiné. On ne voit pas comment on pourrait l'améliorer. Et on se dit que même on ne pourra pas y arriver, parce que si on avait pu y arriver, l'évolution depuis 3 milliards d'années, elle a pu faire des choses, vous savez. Il y a eu des tas d'évolutions dans les organismes vivants. On est parti de bactéries, on a eu des plantes, des algues, on a eu des animaux de toutes sortes. L'évolution a fait énormément de choses. Et on se dit que s'il avait été possible de faire des plantes à photosynthèse à meilleur rendement, au cours de l'évolution, ce serait apparu. Donc, au niveau fondamental, je dirais qu'il y a peu de chances qu'on arrive à améliorer la productivité grâce à la photosynthèse. Mais il y a d'autres aspects au problème, si vous voulez. Les plantes que l'on a sélectionnées actuellement, elles sont faites pour l'alimentation.
Donc on va faire des plants, du blé, pour répondre à nos besoins de pain, etc. Ça n'a pas été fait pour répondre à la besoin de biomasse pour l'énergie. Donc on peut penser qu'on pourra arriver à faire des plantes plus productives en termes énergétiques. Par exemple, la canne à sucre est une plante tropicale extrêmement productive. Il existe, qui poussent dans les régions comme la France, des plantes comme le miscanthus. C'est une herbe qui ressemble à la canne à sucre, mais ça ne produit pas de sucre. Alors évidemment, on peut la couper, la brûler, en faire du papier, etc. Ce serait extrêmement bien qu'elle produise du sucre comme la canne à sucre. Donc, des chercheurs actuellement se posent la question de savoir si on pourrait améliorer le miscanthus de façon à ce qu'il soit capable de faire de la production de sucre. Voyez ? Donc ça permettrait, en termes de production de biomasse, de progresser considérablement en réponse à nos besoins. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça me satisfait. Merci beaucoup. Oui. On continue par une question Internet, si vous voulez bien. Est-ce que la biomasse est une énergie intéressante pour l'avenir ? Bon, écoutez, assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, d'accord, merci. J'ai répondu, effectivement. C'est une énergie intéressante, une énergie essentielle, mais à petite dose, voilà. Comme les biocarburants, 5% oui, 10% non, voilà. De la production, de la consommation de la consommation de carburant. Si vous voulez, je fais allusion aux lois qui est à la transition nationale des règles européennes qui visent à aller jusqu'à 20% d'énergie renouvelable dans les transports. D'où, je veux dire, énergie renouvelable dans les transports, donc ce sera des biocarburants. Et la France a dit, bon, on va aller à 10 rapidement. Mais en fait, 10, c'est totalement aberrant. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller à 5 dans de bonnes conditions. À 7, il faut déjà importer de l'huile et de l'éthanol des pays du Sud. À 10, c'est aberrant. Voilà. Donc, je dirais oui, mais en petite quantité. Très bien. Dans la salle, une question, je crois. Qui rejoint un peu la question de la jeune fille devant moi, là, c'est en fait, est-ce que les algues ne constituent pas un réservoir extrêmement intéressant dans la mesure où on peut effectivement les faire pousser avec de l'eau de mer et donc trouver de nouveaux territoires finalement pour faire de la production d'énergie? Oui, c'est effectivement considéré comme ce qu'on appelle les biocarburants de 3e génération. Bon, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Je vais vous dire franchement, moi, j'y crois pas. Voilà. Moi, j'ai passé toute ma carrière à étudier la photosynthèse. À la fin des années 70, il y a eu des recherches considérables qui ont été faites pour essayer d'utiliser les algues. Et en fait, l'utilisation des algues pose d'énormes problèmes d'échauffement, de tuyauterie et finalement de rendement global. Donc, oui, ça marche. On peut avoir de la production, mais avec un rendement qui reste extrêmement faible. Et donc, actuellement, vous avez peut-être vu dans la presse la reproduction d'une usine près d'Alicante en Espagne, où on dit formidable, on a le pétrole vert grâce aux algues. Oui, sauf que ils disent bien aussi que l'affaire ne va trouver son équilibre que grâce à la vente de produits à haute valeur ajoutée, oméga 3, cosmétiques, etc. C'est-à-dire que ce ne sera pas l'énergie qui va permettre de rentabiliser, de faire marcher l'affaire. Le problème, c'est que pour l'énergie, il faut des quantités énormes, si vous voulez. On en prend conscience quand on regarde la production d'un hectare et le besoin, si vous voulez. En matière d'algues, je ne pense pas qu'il y aura de miracle. Je vous donne un avis personnel. Oui, une question Internet. Non, on va passer d'une question de la salle à une question Internet. Une compétition très forte entre les internautes et les gens présents dans cette salle. La question elle est la suivante. Quels sont les investissements nécessaires pour créer une installation de production de biomasse? Y a-t-il des aides financières? Question subsidiaire. Écoutez, la question est un peu... Je ne vais pas dire qu'elle est mal posée, mais une installation de production de biomasse, il n'y a besoin de rien. Il suffit d'avoir du sol. C'est le sol qui est l'investissement de base. Bon, je suppose que la personne parlait sans doute de l'utilisation de cette biomasse. Et là,
ben, c'est assez varié, si vous voulez. Donc, je ne peux pas répondre de façon générale. Il existe des aides financières pour des besoins ciblés. C'est clair qu'au niveau français, il y a une aide à la production de biocarburants. Il y a une aide à la production de biométhane, c'est-à-dire de l'utilisation de plantes ou de déchets pour faire du biogaz, etc. Il y a un plan chaleur. Le plan chaleur qui vise à favoriser l'utilisation de bois dans des installations industrielles en particulier. Donc la question est très vaste. Voilà, il y a des aides, des investissements importants, c'est vrai. Le chauffage au bois, par exemple, actuellement, nécessite plus d'investissements que le chauffage au gaz. Parce qu'il faut, pour avoir une bonne combustion des installations importantes, il faut avoir un bon dépoussiérage, il faut avoir une installation de stockage du bois, etc. Donc là, si on veut que le chauffage au bois se développe, ma foi, il faudra investir, ça va coûter cher. Et en fait, la bonne solution, c'est non pas le chauffage individuel, mais c'est le chauffage collectif avec réseau de chaleur. Bien, il y a une question dans la salle. Quelqu'un a le micro, je crois. À vous. Alors, c'est bon? J'entends. Est-ce qu'on peut produire de la biomasse à l'échelle industrielle? Oui. Alors, ça dépend ce que vous voulez dire. Si vous voulez, à l'échelle industrielle, ça veut dire produire en grosse quantité. En fait, la biomasse, on ne peut pas la produire artificiellement, si vous voulez. La biomasse se produit uniquement par photosynthèse. Donc, il faut des champs, si vous voulez. Il faut des champs. Et donc, on la produit dans des champs. On ne la produit pas en usine. Il y a tout un processus industriel qui est un processus de transformation qui fait que ce qui est produit par les champs deviendra utilisable. Hein, si vous avez du blé, ben, vous pouvez le brûler, c'est vrai. Mais en gros, il sera mal valorisable comme biola. Ce qui est plus intéressant, c'est d'en faire du carburant. Donc, il faut des usines qui vont transformer le blé en amidon, puis le mettre à fermenter, puis faire de l'alcool, le concentrer, etc. Donc, il faut effectivement tout un passage industriel plus ou moins important. Pour le bois, il n'y a pas besoin, sauf si vous voulez faire des granulés, par exemple. Vous allez faire de la sciure. Avec la sciure, vous allez faire des petits granulés. Il faut une étape industrielle, quoi. Une question Internet, peut-être. Existe-t-il des études montrant les premiers résultats de l'utilisation de la biomasse? Ça, c'est la première question. Il y a ensuite quantité de production. Je crois que vous en avez déjà dit quelques mots quand même. Bilan énergétique, retour sur investissement. Donc c'est tout un mélange entre l'économique et le technique, on va dire. Là, voilà. Si on pouvait rester là une minute. Oui, Bon, alors le début de la question, que ça veut dire les premiers résultats de l'utilisation de la biomasse. L'humanité, depuis 1 million d'années, utilise la biomasse. Elle l'a utilisée de plus en plus. Les premiers résultats, ils ont été acquis progressivement. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Hein. L'utilisation de la biomasse, le bois pour faire la sidérurgie avant qu'on ait le charbon, l'utilisation du bois pour faire marcher certains bateaux et tout ça, ça a entraîné une déforestation dans nos pays considérable. Donc les études montrent que si on tape trop fort sur la biomasse, ma foi, on perturbe les écosystèmes de façon peut-être réversible, mais très lentement réversible. Quantité de production, là, je vous l'ai dit, hein, ça dépend de la plante, ça dépend des qualités du sol, ça dépend du climat. En gros, je dis de l'ordre d'une TEP par hectare chez nous. Bien sûr, au Brésil, on peut monter à 3 TEP par hectare. Le palmier à huile et la canne à sucre sont nettement plus productifs que les plantes qu'il y a chez nous. Le bilan énergétique dépend aussi de ce qu'on veut faire. Si vous faites du bois, le bilan énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous allez recueillir, moins ce qui a été utilisé pour les procédés, pour le bois, le bilan il est très bon, il est presque de 100%. Par contre, pour les biocarburants, le bilan, peut-être, on avait lu que le bilan était négatif pour le maïs américain. C'est-à-dire que le maïs américain, les Américains se sont dit, oui, il faut qu'on fasse du maïs pour faire de l'éthanol en grosse quantité, dans une optique d'indépendance énergétique. Et puis après, ils se sont aperçus que la culture du maïs
conjugué avec le besoin de la distillation du mélange au alcool, etc., sans compter l'irrigation du maïs, faisait que le bilan, il était négatif dans certains cas et presque nul dans d'autres cas. Donc ce bilan énergétique, il varie énormément. Pour le colza, le bilan énergétique est assez bon, parce que les procédés industriels sont très simples. Pour l'huile de palme, ils sont bons également. Pour l'alcool au Brésil, il est fabuleux. En France, le bilan, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas fantastique. La betterave à sucre, par exemple, produit beaucoup, mais il faut aussi pas mal d'énergie pour les procédés agricoles et industriels. Retour sur investissement, alors là, écoutez, je ne suis pas économiste, moi. Je sais que ça va dépendre beaucoup des conditions locales. Comme je vous disais, l'éthanol brésilien, c'est bon. Dans les autres pays, il faut subventionner. Ça veut dire que le retour sur investissement, il n'est pas bon, il faut subventionner, quoi. Donc voilà. Alors après, à partir du moment où subventionner, le bilan économique, en un sens, n'a plus tellement de sens, quoi. Bien, une dernière question dans la salle, et puis je ne pourrais pas en laisser d'autres parce que le temps existe. Monsieur Gilles Bertrand. On lit ici ou là que la photosynthèse artificielle serait possible à partir de la science des surfaces, des matériaux. Excusez-moi. La science des surfaces, on lit par exemple en faisant une électrochimie assez spécialisée d'une surface métallique, on pourrait refaire les conditions de la photosynthèse. Oui. Et produire. Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris. La photosynthèse synthétique, vous allez. Quoi. Je vais vous proposer d'acheter mon bouquin. Je traite de la question. La photosynthèse artificielle est quelque chose qui est, je dirais, le rêve des chimistes. Effectivement, de nombreux chimistes travaillent sur des systèmes qui soient purement artificiels et qui essaient de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique, sous forme d'électricité, sous forme d'hydrogène ou sous forme de composés organiques produits par réduction du CO2. Alors c'est ce qu'on appelle en gros actuellement la feuille artificielle. Il y a d'énormes laboratoires, surtout américains, mais aussi européens, qui travaillent là-dessus. Et c'est très difficile de savoir si ça débouchera, si vous voulez. Ça, c'est du rêve pour dans peut-être 50 ans ou plus. Mais ça stimule l'action de nombreux chimistes et peut-être que ça marchera. Maintenant, il faut bien reconnaître que ça coûtera cher et qu'il y aura des questions de durabilité des produits. Mais c'est la recherche de base, si vous voulez. Là. Voilà, alors, on me propose une dernière question avant l'intervention de monsieur Julien Chalumeau. Vous avez un mot encore à dire, monsieur Mathis? Oui, merci. Ou une jeune? Non, voilà. C'est un jeune, effectivement. Elle est dans le prolongement de toutes les questions qui viennent d'être posées concernant la production de biomasse de façon artificielle. On sait que l'homme utilise les modèles naturels pour synthétiser des tas de choses. Quand il n'arrive pas à utiliser les voies naturelles, il utilise des voies détournées et il y arrive. À propos de la photosynthèse et de l'énergie photosynthétique, il y a deux niveaux de réaction. Réaction lumineuse, puis réaction sombre. La réaction lumineuse, elle produit une sorte d'énergie électrique. Elle est relativement facile à comprendre. C'est une sorte de capteur photovoltaïque, finalement. Photopile microscopique, oui. Oui. Cette électricité a un problème pour être stockée. Et on sait que ces capteurs doivent être reliés avec des réseaux qui vont utiliser immédiatement l'énergie. Dans la nature, la deuxième partie de la réaction, qui est appelée réaction sombre, utilise cette énergie physique, électron, pour être transformée en énergie chimique, liaison carbone-carbone énergétique. Je connais je connais pas de travaux dans le monde qui essayent de mimer cette réaction, c'est-à-dire d'avoir un capteur qui, au lieu de produire de l'électricité non stockable, produirait de la biomasse. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses, dans le cadre de la diversification des sources d'énergie, ça pourrait être très intéressant d'avoir un capteur qui vous crache du sucre finalement?
Oui, absolument. Absolument, je crois que la question est très pertinente. C'est-à-dire que, effectivement, les essais de photosynthèse artificielle ont 3 objectifs essentiellement. Le premier, c'est de produire de l'électricité. Là, les gens sont aperçus que finalement, ce serait très difficile d'en concurrencer le photovoltaïque. Il est très peu probable qu'on arrive à concurrencer. Deuxième chose, produire de l'hydrogène. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans la photosynthèse, d'un côté, il y a oxydation de l'eau, il se dégage de l'oxygène. De l'autre côté, il y a des électrons. Ces électrons pourraient être transformés en hydrogène par une hydrogénase. Ça, c'est une voie possible. Troisième voie possible, qui est encore plus intéressante, mais encore beaucoup plus difficile, serait de faire la photosynthèse, dégagement d'oxygène. De l'autre côté, les électrons venant réduire le CO2 par des voies artificielles. Alors, c'est, extrêmement ambitieux. Si ça marche, ce serait formidable. Et vous posez la question de savoir s'il y a des recherches qui sont faites. Oui. Bon, en particulier aux États-Unis, il y a de très gros consortiums, des très grandes universités, Caltech, Berkeley, MIT, etc., qui travaillent là-dessus. Alors bon, est-ce qu'ils vont réussir à ce que ça marche? C'est une autre histoire. Ils sont très bons, vous savez, pour vendre leurs recherches, pour avoir du financement. Mais ça vaut le coup, en tout cas, de s'y lancer, quoi. Alors, vous pouvez regarder, j'ai oublié le nom de ça, mais faites photosynthèse artificielle Berkeley, par exemple, et vous allez trouver ce qui se fait en la matière. Non, je ne sais pas. Très bien. Bon, on va arrêter là les questions et on va écouter maintenant Monsieur Fabien Chalumeau, qui est chargé de mission à Certifito. Et il va nous parler d'expériences plus locales. Et voilà, donc nous l'accueillons. Le micro, vous prenez un micro. Reste là, Paul. Paul, tu peux rester là. Oui. Voilà, donc Monsieur Julien Chalumeau. Fabien, pardon. Donc, bonjour à tous. Donc, Fabien Chalumeau de la DRAF, donc Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc on a parlé de biomasse et effectivement la biomasse c'est quand même une des particularités de l'agriculture. C'est dans le champ de notre ministère et donc en montant cette manifestation dans le cadre de la fête de la science, on a dit que ce serait peut-être bien qu'il y ait quelques illustrations au niveau de l'agriculture puisqu'il y a aussi beaucoup de lycées agricoles qui nous suivent via Internet. Cette production de biomasse en agriculture, l'agriculture comme toutes les autres activités, elle va consommer de l'énergie, donc je vais en parler très rapidement. Et une des particularités, c'est qu'elle va pouvoir produire de l'énergie, donc sous forme de biomasse, mais sous d'autres formes aussi. Au niveau de la consommation d'énergie par l'agriculture, donc c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait, comme ça, simplement envisager. Il y a tout ce qui est consommation d'énergie directe. Donc l'énergie directe, c'est le fuel, c'est l'électricité, c'est le gaz, principalement. En agriculture, cette énergie directe, j'ai trouvé des chiffres, c'est pratiquement 4 millions de tonnes d'équivalent pétrole au niveau français. Donc c'est vrai que ça fait quelques litres de fuel. Le carburant, c'est 70% de ces consommations d'énergie directe. Donc le carburant pour produire, labourer, etc. Je reviendrai un petit peu dessus sur des façons d'économiser un petit peu cette énergie directe, notamment sur le carburant. Et puis après, il y a tout ce qui est consommation d'énergie indirecte. Et l'énergie indirecte, c'est ce qui va être introduit dans le cycle de production. Donc les engrais, l'aliment du bétail, tous les autres intrants, les phytos, les semences, les bâches, etc. Et toute l'énergie qui va être dans les bâtiments et le matériel. Donc en agriculture, l'engrais minéral, les engrais de synthèse, c'est assez consommateur d'énergie puisque c'est fait, comme on l'a dit tout à l'heure, à base de pétrole. Et 2 tiers de l'énergie indirecte est utilisée en agriculture
sous forme d'engrais en fait. Donc c'est très important. Et l'aliment, pareil, 15% de l'énergie qui est consommée, l'énergie indirecte, c'est sous forme de l'aliment. Après, ces proportions entre engrais et aliments, ça va être très dépendant du système d'exploitation. On a une grosse diversité des exploitations, notamment en Bourgogne. En Bourgogne, on a beaucoup de systèmes de production différents. Au niveau des lycées agricoles de la région, on a 12 exploitations avec des systèmes complètement différents, de l'aquaculture, des grandes cultures, de la viticulture, de l'horticulture. Et les consommations de ces énergies directes et indirectes vont être très variables suivant le système. On va avoir des exploitations en système volaille, par exemple, qui vont consommer beaucoup d'aliments et très peu d'autres énergies. Et puis des systèmes plus grandes cultures qui vont être consommateurs d'énergie directe sous forme de carburant, mais aussi d'engrais et de produits phytosanitaires. Donc il est important de voir sur cette consommation d'énergie, aussi bien directe et indirecte, de les apprécier, de faire le diagnostic et puis de voir sur quel levier on peut agir. Si l'électricité, par exemple, c'est que 2% de la consommation énergétique d'une exploitation, c'est peut-être pas la première priorité pour essayer d'améliorer cette consommation électrique sous forme... voilà. Par contre, il y a d'autres questions à se poser. Par contre, comme on a vu juste avant, une des particularités de l'agriculture, c'est qu'elle produit de l'énergie. Donc elle va produire de l'énergie via la photosynthèse dans tous les produits de l'exploitation. Donc ça va être du lait, de la viande, des céréales. Comme on l'a vu dans l'exposé précédent, on a de l'énergie dans ces produits. Donc, suivant le niveau de rendement, suivant la performance, on va avoir plus ou moins d'énergie produite. Et puis, il y a tout ce qui est énergie renouvelable. On a eu quelques éléments. Il y a des choses qui sont, y compris dans l'agriculture, des énergies renouvelables qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité. L'éolien, le solaire, le bois énergie, le microhydraulique, ça c'est des choses qu'on retrouve en agriculture, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres secteurs d'activité. Par contre, on a bien des énergies renouvelables qui sont spécifiques à l'agriculture. Donc on a parlé des biocarburants avec des questions sur la production nette de ces énergies. Par contre, il y a la méthanisation, il y a ce qu'on appelle les taillis courte rotation avec le miscanthus, des autres produits tels que des osiers ou des choses comme ça. C'est des plantes qui sont ligneuses, qui sont à croissance rapide et qu'on va utiliser pour chauffer, pour transformer en énergie. Et ça, grâce à des chaudières polycombustibles. Donc c'est plus maintenant la source d'énergie via la biomasse, c'est pas uniquement le bois bûche, c'est aussi maintenant d'autres formes, les plaquettes, des granulés. Et ça permet de valoriser beaucoup plus les sous-produits et une diversité des approvisionnements. Le bois bûche, c'est sûr, c'est un arbre, les branches, et puis les petites branches, elles ne sont pas exploitées. Et c'est difficile de mettre de levier ou du miscanthus pour chauffer directement. En utilisant une transformation ou en produisant des granules, c'est une énergie qui va être beaucoup plus facile à utiliser. Et c'est des choses qui se développent, y compris en Bourgogne. Nous, on a plusieurs exploitations qui ont plusieurs lycées. On a le lycée de Velay qui a une chaudière à plaquettes qui utilise depuis une dizaine d'années des plaquettes de bois et pas uniquement du bois bûche. Et en réfléchissant sur ce bois énergie, c'est vrai qu'on est en Bourgogne, il y a tout un aspect haie qui est important, qu'on essaye de maintenir.
Le sous-produit des haies, souvent, il n'était pas utilisé. On faisait des haies 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et on broyait tous les ans. Donc non seulement on n'utilisait pas les sous-produits de cette haie, en plus on consommait de l'énergie pour la tailler. Et donc maintenant, de plus en plus, les agriculteurs vont être incités à mieux réfléchir et essayer d'utiliser cette source potentielle d'énergie. Et donc on a le lycée de Fontaine, par exemple, qui a tout un plan de gestion de ces haies qui prévoit sur 5 ou 10 ans la croissance des haies, le renouvellement des haies et l'exploitation. Alors ça peut être l'exploitation en plusieurs phases. Il peut y avoir des arbres hauts, des arbustes un peu plus courts, mais il y a toute une gestion qui se fait maintenant sur ces haies qui est de plus en plus intéressant. Donc là, j'ai déjà parlé un petit peu de la consommation et de la production de manière assez générale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de faire le diagnostic de l'ensemble de ces consommations et de ces productions d'énergie. Donc on a toute une action avec le réseau des exploitations des lycées agricoles pour faire un diagnostic groupé. Et donc il y a plusieurs méthodes. On a beaucoup parlé du bilan planète, donc c'est quelque chose qui était au niveau d'une exploitation. On faisait un diagnostic de la production et de la consommation d'énergie. Ce bilan planète s'est remplacé progressivement par une autre méthode, le bilan diataire, qui prend en compte le stockage du carbone. Donc ça, c'est un plus de cette méthode qui, en agriculture, est quand même justement le piégeage du carbone dans les sols, dans la production de bois, dans la production de produits des exploitations. C'est quelque chose qui est important. Donc le bilan diataire le prend mieux en compte. Donc cette méthode va être utilisée pour faire le diagnostic des exploitations des lycées. Après, il y a une méthode aussi de bilan carbone qui est largement utilisée, mais souvent de manière plus globale, pour voir l'utilisation, le stockage de carbone au niveau d'un établissement. Ces diagnostics qui se font la plupart du temps au niveau d'une entreprise. Par contre, ça peut se faire de manière plus large au niveau du territoire ou d'une filière. On a le lycée de Tournu qui est impliqué avec le pays Sud-Bourgogne pour faire un bilan justement de tout ce pays, de toutes les activités de ce pays. Et donc de proposer des solutions dans le cadre du plan climat-énergie-territoire pour justement essayer de voir à plus long terme comment on peut améliorer les rendements, essayer de moins avoir de gaspillage d'énergie et éventuellement de mieux produire à l'échelle d'un territoire ou d'une filière de manière concertée de l'énergie. On m'a dit d'être assez court, donc ce que je voulais faire aussi, c'est donner quelques exemples assez intéressants, puisque le ministre de l'Agriculture a encore réaffirmé le fait qu'il fallait concevoir des systèmes d'agriculture performants et économes au niveau de l'énergie et des produits phytosanitaires et des engrais. Donc, manière très simple, ça peut être au niveau de la traction. Donc, on a vu que 70% de l'énergie directe, c'était le carburant. Donc, par rapport au choix des matériels, choix des tracteurs, le fait de prendre un tracteur, par exemple, de 130 chevaux au lieu de 100 chevaux, eh ben on augmente de 30% la consommation d'énergie. Donc, ne pas avoir l'outil, le tracteur adapté aux travaux nécessaires et pas acheter un plus gros tracteur qui va servir que ponctuellement. Après, il y a des formations sur la conduite économe. Il y a des choses, la conduite économe, ça peut jouer de 10 à 15% de la consommation du tracteur.
L'entretien, le réglage des moteurs, pareil, il y a tout des actions au niveau régional pour faire des diagnostics des bancs moteurs des tracteurs qui permettent de réduire de 5 à 10% la consommation. Donc tous ces éléments, que ce soit la conduite, le choix du matériel, le réglage, fait qu'on va pouvoir avoir des marges de manœuvre et économiser du carburant. Après, il y a des choses beaucoup plus complexes. Je vais expliquer, par exemple, au niveau une exploitation, souvent, ce n'est pas une culture, c'est plusieurs cultures. Je vais prendre l'exemple d'une exploitation polyculture élevage. Et le fait de réfléchir sur ce système, de réfléchir sur les rotations, eh ben, on peut faire des économies. On a l'exploitation de Tarbes qui est impliquée dans une exploitation système de culture innovante depuis plusieurs années, qui a complètement revu les cultures produites sur l'exploitation, mais aussi la succession, et en intégrant le fait que quand on a fait, par exemple, un soja l'année d'avant, on n'est pas forcément obligé de labourer pour mettre un blé l'année d'après. Donc on gère comme ça le travail du sol, les intrants, les interventions sur plusieurs années en intégrant la succession des cultures. Et tout ça combiné fait que on consomme moins d'énergie, moins d'intrants. Le labour, qui est quand même une des façons culturelles qui consomme beaucoup de carburant, c'est pratiquement 200 kg de carbone par hectare. Le fait d'arrêter ce labour, de passer en semi-direct, c'est 50% de fuel d'économiser sur l'année pour cette production-là. Ou d'utiliser des techniques simplifiées, on va économiser peut-être 15%. Donc moi, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas une solution et que ce n'est pas le biocarburant ou la biomasse qui va faire que on va arriver à avoir une meilleure efficacité énergétique, mais c'est la combinaison de tout ça, plein de mesures pour faire des économies. Donc je vous en ai cité quelques-unes, mais il y en aurait bien d'autres à citer. Et pour conclure, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça, c'est très important, vous les jeunes, d'avoir ça en tête, parce que c'est facile de consommer de l'énergie, de prendre sa voiture au lieu de prendre des transports en commun, mais d'essayer de se dire comment moi individuellement je peux faire pour consommer moins d'énergie. Je pense que c'est très important. Bien, voilà, je crois qu'il faut maintenant qu'on passe aux questions. On a quelques minutes, je crois, avant que les classes partent, parce qu'il y a des bus, voilà. Et donc, s'il y a des questions dans la salle. Et peut-être avant qu'il y ait des questions dans la salle, ils vont se les formuler dans la tête et ils vont la poser tout de suite. Moi, j'en ai une. Oui. C'est pas logique que je pose une question, mais enfin bon, je me permets. Finalement, est-ce qu'on a fait une étude de la quantité d'intrants qui est nécessaire pour les plantes ligneuses à croissance rapide? Ah, le micro, oui, j'ai pas parlé. Il faut que je répète ma question. Quelle est la quantité des intrants pour les plantes ligneuses à croissance rapide? Après, c'est comme toutes les plantes, ça va dépendre. Ouais. Comme le miscanthus, il lui faut des sols profonds et de l'eau à disposition. C'est peut-être plus l'eau le facteur limitant que vraiment les intrants nécessaires. Parce que au niveau des phytosanitaires, ce genre de culture souvent est très peu consommatrice de produits phytosanitaires. Donc par rapport à l'environnement, ce sera aussi un point positif. Par rapport à l'énergie, c'est surtout l'engrais qui va compter. Et certaines de ces plantes en consomment pas parce que elles vont puiser. Ça dépend si c'est des protéagineuses ou pas, ou des légumineuses. Certaines plantes comme les légumineuses puisent l'azote dans l'air, donc elles n'ont pas besoin d'engrais. Des questions dans la salle ou éventuellement sur Internet, mais enfin ça va être un petit peu plus compliqué sur Internet. Bon, ben s'il n'y en a pas,
Je vous remercie. Merci, M. Chalumeau. Merci, M. Massis. Au revoir.